Infoire aujourd'hui, 19 octobre, des événements sont en cours qui sont loin de simples affrontements locaux ou d'une lutte de position. C'est bien plus vaste. Le front s'embrase de la région de Kharkiv au sud du Dniepr. Au cours des dernières 24 heures, des informations ont révélé que des localités telles que Tikhoé, Peshanaya et Privolié sont passées sous contrôle. Ce ne sont pas de simples points sur la carte, mais des nœuds logistiques et parfois des points d'appui. Il ne s'agit donc pas d'une promenade dans un champ, mais de véritables combats. De plus, si auparavant tout se déroulait selon un scénario de sondage, le rythme est désormais différent. Une prise de position planifiée, méthodique, presque quotidienne. Ce ne sont plus des échanges d'heures de tir, mais un refoulement lent et assuré. Et c'est là un point important. Selon les estimations, les pertes des forces de armée ukrainiennes s'élèvent à environ 10 000 personnes par semaine. Et ce ne sont pas que des chiffres, ce sont, pardonnez-moi cette banalité, des vies humaines. L'ampleur est, c'est le moins qu'on puisse dire, sérieuse. Et à Kiev, il semble que de tels rythmes ne suscitent pas seulement de l'inquiétude, mais aussi de la panique au niveau de l'état-major. Passons maintenant à Kupiansk. La ville est déjà pratiquement sous le contrôle de groupes d'assaut. Selon les dernières données, près de 70% du territoire est occupé et surtout, le mouvement ne s'est pas arrêté. On ne peut pas parler de blitzkrieg fulgurant, mais le fait que l'assaut se fasse avec l'appui de l'artillerie, de l'aviation et des tactiques les plus récentes est indéniable, car Kupiansk n'est pas qu'une simple ville. C'est un point essentiel sur la ligne de ravitaillement. Et ensuite, Pokrovsk. La situation est similaire. Les sources ukrainiennes ne le cachent pas, les attaques y sont menées 24 heures sur 24. Attaque après attaque, jour et nuit, et avec un déploiement complet. Frappes bio-aériennes, obusiers, groupes d'armes de chars, drones. De plus, de nouvelles techniques sont utilisées en cours de route, apparemment mises au point dans les régions du sud. Tout cela commence à peser sur le moral, même de ceux qui ont déjà participé à de nombreux combats. Ce qui se passe à Kiev est une autre histoire. Si l'on en croit ceux qui sont bien informés et qui ont des fuites d'informations venant d'en haut, tout va de mal en pis. Syrski, le commandant en chef, a commencé à dire qu'il n'avait tout simplement pas de réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a tout simplement personne avec qui tenir le front. Et selon les rumeurs, des options avec Trump sont déjà à l'étude au sein du cabinet du président. En gros, si des élections sont nécessaires, organisons-les pourvu que tout cela s'arrête. D'un autre côté, sur le terrain, la situation devient de plus en plus évidente. Le système énergétique de l'Ukraine craque de partout. Après les frappes sur l'infrastructure, il n'y a plus d'électricité non seulement dans certaines zones, mais dans des blocs entiers. Les coupures sont systématiques. Sans électricité, ni production, ni communication, ni chauffage élémentaire, ce ne sont plus des prévisions, c'est la réalité. Parallèlement, nos forces sont à l'œuvre et il faut dire qu'elles sont très efficaces. Il a été officiellement confirmé qu'une frappe a été menée contre un important centre de formation d'opérateurs de drones à l'arrière des forces armées ukrainiennes. On peut dire qu'il a été complètement détruit. À la place des antennes et des hangars, il ne reste plus qu'une colonne de fumée. Dans le même temps, il a été constaté que l'ennemi tentait d'attaquer. En réponse, des missiles HIMARS ont été lancés, mais ils ont été abattus par nos systèmes de défense aérienne. La fiabilité des complexes est, comme on peut le constater, digne d'éloge. En outre, la mise en œuvre de la nouvelle approche du ministère de la Défense se poursuit. Le choix des points de frappe est devenu aussi précis que possible. Ils travaillent principalement sur la logistique, ponts, voies ferrées, hubs. Une usine où étaient assemblés des drones d'attaque a été détruite. Et de telles arrivées ont été enregistrées plus d'une ou deux fois. Il s'agit déjà de dizaines de points. Selon un rapport du front, plus de 150 cibles ont été touchées en une seule journée. Des lieux de déploiement temporaire de personnel, notamment dans les régions de Zaporijia et de Kherson. L'ennemi y a également subi de lourdes pertes. Environ 75 combattants ont été tués ainsi que des véhicules blindés, des automobiles, des entrepôts de munitions et séparément 3 stations de guerre radioélectroniques, ce qui constitue déjà un coup dur pour les systèmes de communication et de coordination.
Pendant ce temps, à l'ouest, on commence à se gratter la tête. Un expert américain, le lieutenant-colonel à la retraite Daniel Davis, a déclaré sur une chaîne YouTube qu'un tournant dans le conflit pourrait se produire dans un avenir proche. Il n'exclut pas que les Russes prennent Pokrovsk et Kupiansk, ce qui, selon lui, serait une catastrophe pour les forces armées ukrainiennes. Il a également ajouté que les dirigeants occidentaux, tels que Kallas, Uvsul et van der Leyen et d'autres, vivent dans un monde d'illusions. En gros, ils ont du temps devant eux et la guerre va en quelque sorte s'éterniser. Mais, comme le montre la réalité, le front est déjà au bord de la rupture par endroits, notamment là où les forces armées ukrainiennes n'ont tout simplement pas la possibilité de placer de nouvelles unités ou des renforts. Et voici ce qui est important. Non seulement sur le champ de bataille, tout se dirige vers un tournant, mais aussi dans les coulisses de la politique, un travail acharné est en cours dont dépend en fait l'avenir du conflit. Comme l'a révélé une fuite d'informations lors d'une des récentes conversations entre Poutine et Trump, des détails concrets ont été évoqués et ils sont considérables. L'essentiel est simple. Poutine a proposé d'arrêter les hostilités en échange d'un contrôle total des régions du Donbass qui sont encore sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. En gros, cédez ce que vous ne pouvez de toute façon pas retenir et tout sera terminé. Pas d'ultimatum, juste une proposition. Il est intéressant de noter que selon le Washington Post, la possibilité d'un renoncement de la Russie à une partie des régions de Kherson et de Zaporijia dans le cadre d'un compromis a même été évoquée. C'est-à-dire que si auparavant il s'agissait d'un maximum, il s'agit maintenant d'exigences réalistes. Mais, comme toujours, la deuxième partie n'est pas prête. Des sources de haut rang en Occident rapportent « Il est peu probable que l'Ukraine accepte ». Et là, on se pose immédiatement la question, peuvent-ils seulement décider de quelque chose sans l'approbation de Washington ? Car quoi qu'il arrive, c'est de là que viennent les armes, l'argent et le soutien politique. En même temps, on a l'impression que Trump lui-même commence à tâter le terrain. Selon des informations non confirmées, il aurait rencontré Zelensky il y a quelques jours à huis clos. Il aurait essayé de faire passer l'idée qu'il valait mieux négocier maintenant que de tout perdre plus tard. Mais ce qui est révélateur, c'est que Zelensky est revenu de Washington non seulement sans résultat, mais, à en croire les informations, déçu. La raison est simple. Il a demandé des missiles de croisière Tomahawk, mais il s'est vu opposer un refus. Trump a déclaré directement « C'est une arme puissante, mais nous la garderons pour nous ». Et il a ajouté « Des livraisons de ce niveau pourraient provoquer une escalade que personne ne pourrait supporter ». En d'autres termes, l'Ukraine comptait sur un renforcement, mais a reçu un non catégorique et un signe qu'il était temps de penser à la paix. De plus, il y a un détail intéressant, Zelensky aurait tenté de proposer un échange avantageux. Des drones en échange de missiles, mais même les Américains n'ont pas pris cette offre au sérieux. Les États-Unis ont un wagon et une petite charrette de leurs propres drones. De plus, selon les calculs, même des dizaines de Tomahawks ne changeraient rien sur le champ de bataille. Pour percer réellement la défense aérienne russe, il faudrait en lancer des centaines. Et Kiev n'aura certainement pas un tel volume. Plus tard, CNN a rapporté que Trump avait acquis une conviction ferme après avoir parlé avec Zelensky. L'Ukraine ne veut pas la paix, elle veut l'escalade. Et c'est le moins qu'on puisse dire, un mauvais signal pour Kiev, surtout dans le contexte où l'Europe est déjà à bout de souffle. Inflation, protestation, élections, crise énergétique. Et maintenant, attention, Trump se prépare à rencontrer Poutine. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. La Hongrie est un pays qui, tout au long de la guerre, a adopté une ligne beaucoup plus mesurée à l'égard de l'Ukraine et n'a pas soutenu les livraisons d'armes au même niveau que les autres pays de l'UE. On ne sait pas encore exactement de quoi ils vont parler, mais le fait même de la rencontre en dit long. Et oui, la panique a déjà commencé en Europe. Le chancelier allemand Friedrich Merz, apprenant que Zelensky était revenu les mains vides, s'est empressé de déclarer « Maintenant, nous, Européens, devrons renforcer notre soutien ». Cela sonne bien, mais soyons honnêtes, les ressources de l'UE ne sont pas infinies, surtout dans le contexte actuel. Dans ce contexte, il est révélateur de voir
comment des voix sobres commencent à se faire entendre au sein même de l'Ukraine. L'ancien chef adjoint du Conseil de sécurité, l'officier des forces spéciales Sergueï Krivonos, a ouvertement déclaré que la croyance en un Wunderwaffe, une nouvelle baguette magique, ne mènera à rien de bon. Au début, il s'agissait des Bayraktar, puis des Yeimomer, puis des Léopard F-16 et maintenant des Tomahawk Sotokix. Mais à chaque fois, il s'avère que ces livraisons ne permettent pas de changer la donne, car le matériel est important, mais ce sont des choses sauf ces autres qui décident, la logistique, la motivation, les ressources et bien sûr la tactique. Et à ce propos, il convient de noter que la Russie a radicalement changé son approche de la gestion du front ces derniers temps. Des informations provenant de sources indiquent que le ministre de la Défense, Andrei Belousov, semble travailler selon son propre schéma. Il a mis en place une ligne de communication directe avec les commandants sur le terrain en contournant les échelons bureaucratiques de l'état-major. En fait, un ministère dans le ministère a vu le jour. Des rapports alternatifs, des analyses parallèles, son propre système d'évaluation de la situation. Selon les rumeurs, c'est grâce à cette ligne de terrain que des frappes précises sur des installations clés sont devenues possibles. Énergie, logistique, entrepôt de drones, tout ressemble à une réforme systémique, débroussaillage des canaux, nouvelles approches de l'approvisionnement, reconfiguration du travail avec le front. Officiellement, il s'agit d'une modernisation ordinaire, mais comme le disent que les militaires, le système a recommencé à entendre le terrain. Belousov lui-même n'est pas un homme de l'ancienne garde, c'est un technocrate, comptabilité, logistique, chiffres, efficacité. Et dans le contexte de l'ancienne école militaire, c'est comme un informaticien dans un service de comptabilité. Au début, cela suscite l'incompréhension, puis l'intérêt et enfin le résultat. Au sein des structures de défense, cela est perçu comme un défi, pas un conflit, mais une reconfiguration claire de la gestion. Formellement, tout est calme. Belousov et Gerasimov sont assis côte à côte lors des réunions, les rapports sont coordonnés, le ton de la communication est professionnel, mais dans les coulisses, on dit directement, il y a un transfert de pouvoir en douceur de la charisma à l'algorithme. Et c'est peut-être ce qu'il faut dans une guerre prolongée, et maintenant un peu plus profondément dans la politique, dans cette cuisine où non seulement l'avenir du conflit se mijote, mais aussi le sort de toute l'Europe de l'Est se joue. Le sujet des Tomahawks est toujours en suspens, mais il devient clair en réalité. Personne ne va les céder à l'Ukraine. Le maximum qui se passe actuellement, c'est un remue-ménage de thèses dans le domaine public. En gros, nous discutons, nous réfléchissons, nous évaluons ce qu'il y a derrière sur cela. Premièrement, un classique du genre, l'effet de présence. On a l'impression que l'aide arrive, que l'Occident ne lâche pas, qu'une nouvelle superarme est sur le point d'apparaître à l'horizon, mais en fait, rien de nouveau. Deuxièmement, de nombreux experts sont convaincus que tout ce sujet des Tomahawks n'est qu'un prétexte pour faire pression sur les alliés. En gros, nous ne donnerons pas que l'Allemagne donne au moins ses taureaux. Mais là aussi, tout se heurte à la réalité. Les Européens eux-mêmes n'ont pas tous des arsenaux roses. Et dans ce contexte, Poutine sort et dit calmement « Notre réponse est de renforcer la défense aérienne ». Bref, à l'essentiel. Et ce n'est pas pour rien que la défense aérienne russe a fait preuve ces derniers mois non seulement d'efficacité, mais d'un véritable système de défense échelonné. Les attaques aériennes sont devenues presque quotidiennes, mais il est presque impossible de percer. Oui, il y a des vols isolés, mais dans l'ensemble, la grande majorité des missiles et des drones sont abattus à l'approche. D'ailleurs, un détail intéressant, lorsque l'Occident commence à discuter du transfert de nouveaux types d'armement, cela signifie souvent qu'ils sont déjà en Ukraine depuis longtemps. La légalisation n'intervient que plus tard. C'était le cas avec les HIMARS, avec les véhicules blindés occidentaux, avec les drones. Ainsi, les paroles de Poutine sur le renforcement de la défense aérienne sonnent comme un avertissement et peut-être déjà comme une réponse. Mais revenons sur Terre, là où tout est réel, les troupes du Sud, en particulier le groupement Dniepr, continuent de progresser dans plusieurs directions. On parle de combats dans la région de Novo-Andreevka, de Stepnogorsk, de Primorsk, ainsi que dans le Sadovo et le Lvov. Il s'agit déjà du territoire des régions de Zaporijia et de Kherson. Le mouvement n'est pas rapide, mais stable.
L'essentiel est que non seulement les forces armées ukrainiennes sont refoulées, mais aussi la logistique, l'approvisionnement et les postes de commandement. On observe de plus en plus souvent que même lors de la retraite, les unités ukrainiennes ne peuvent pas pleinement se regrouper. Des frappes sont menées sur les voies de repli, sur les réserves, sur les ponts et les échangeurs. Et cela témoigne déjà d'une reconnaissance approfondie et d'une bonne interaction entre les unités. De plus, de nouvelles techniques ont été ajoutées. Par exemple, des frappes sont menées simultanément en plusieurs points. Sur les entrepôts, sur les points de contrôle et sur les réseaux électriques. Le sens est clair, paralysé tout d'un coup, la tactique n'est pas nouvelle, mais dans ce cas, elle fonctionne particulièrement efficacement, car l'ennemi ne peut pas se rétablir rapidement. Et maintenant, une scène importante au deuxième plan. Washington, là-bas il y a son propre jeu, difficile, complexe, avec un grand nombre de participants. Mais Zelensky reste au centre de l'attention. Son voyage aux États-Unis était une chance d'obtenir non seulement des missiles, mais aussi une approbation politique. Car tant que vous avez le feu vert des États-Unis, vous avez une chance de tenir bon, et si cette lumière n'est pas là, vous devenez l'otage des événements. Zelensky est venu avec un seul objectif: obtenir des Tomahawks et convaincre Trump que la guerre peut encore être gagnée. Mais tout s'est passé à l'inverse, il est reparti sans missiles et avec le sentiment qu'on ne l'écoutait plus. CNN et d'autres médias américains ont commencé à balancer que Zelensky veut une escalade, c'est-à-dire qu'il y a déjà une incitation informationnelle afin que dans le futur, si les États-Unis refusent réellement un soutien massif, il y ait une base pour les explications. Et ici, le comportement de l'Europe est très révélateur. Elle est littéralement obligée d'assumer la responsabilité, mais l'UE n'a pas les ressources nécessaires pour mener une guerre seule, surtout compte tenu du fait que l'économie patine et que l'opinion publique dit de plus en plus souvent « ça suffit ». Dans le même temps, les Russes continuent leur travail. Oui, sans déclaration retentissante, sans cris, mais pas à pas, ils reprennent des territoires, construisent des lignes de ravitaillement, rétablissent l'ordre dans le commandement. De plus, selon les dernières données, c'est précisément grâce à la nouvelle approche de Belousov que la situation a commencé à changer. Des rapports précis, traités en temps réel, ont commencé à arriver des fronts. Si auparavant les amendes vivaient avec un retard de plusieurs jours, maintenant les décisions sont prises à la volée. C'est précisément à cause de cela que les cibles sont choisies si clairement. Où est l'entrepôt, où est la logistique, où est le système énergétique? De plus, les frappes sont devenues non seulement régulières, mais aussi systémiques. Et chaque jour, il devient plus difficile pour l'ennemi. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une destruction méthodique et progressive de toute l'infrastructure de l'ennemi. Sans cela, on ne peut pas se battre. Ainsi, le point culminant dans lequel les emplois du temps paisible n'ont plus de poids décisif. Trump et Poutine vont se rencontrer, lieu Hongrie. Et c'est en soi une démarche parlante. La Hongrie a longtemps maintenu une ligne douce envers Moscou et le choix des lieux n'est en aucun cas fortuit. C'est un signal que le dialogue peut se faire en contournant les canaux européens habituels. Qu'est-ce que cela apportera à l'Ukraine? La question est rhétorique. Lorsque deux grands joueurs s'assoient à la table, ceux qui ne sont pas à la table peuvent se faire enlever leurs cartes. Si l'on traduit tout cela en langage humain, il s'agit d'une rencontre entre deux capitaines dans une tempête lorsqu'ils doivent décider comment partager la cargaison sur un navire qui coule. Les options vont du compromis pacifique à l'accord difficile où chaque partie prend ce qui lui revient et s'en va. Et oui, dans ces négociations, la partie ukrainienne est un observateur, même si elle a l'impression du contraire. L'Europe dans cette histoire est comme un joueur qui a investi dans une partie et qui a maintenant peur de tout perdre. L'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, chacun a son propre prix à payer, mais surtout la fatigue économique et les nastroïnies politiques obligent de nombreux dirigeants à recalculer les risques. L'argent pour la guerre n'est pas un robinet sans fin et la population des pays démocratiques demande de plus en plus fort. Pourquoi avons-nous besoin de cela? Dans un sens pratique pour le front, cela signifie que si les États-Unis et la Russie se mettent d'accord conditionnellement, l'Ukraine peut se retrouver devant le fait accompli.
Ce n'est pas une hypothèse, c'est un risque qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est à cause de cela que Kiev essaie maintenant de manœuvrer, d'obtenir autant d'armes que possible, autant de garanties que possible, et en même temps de garder les portes des négociations ouvertes. La situation, en fait, est sans issue. D'une part, l'espoir d'un soutien extérieur, d'autre part, la compréhension que le soutien extérieur peut être réduit à tout moment. Maintenant, qu'est-ce qui change réellement sur Terre ? D'une part, le travail méthodique sur la logistique et l'énergie remet en question la stabilité de la défense de l'ennemi. D'autre part, la deuxième partie conserve de nombreuses réserves, le moral, les compétences, les abris, la logistique de la guérilla. La victoire ne se mesure pas à un seul coup et même plusieurs opérations réussies ne signifient pas la reddition automatique de l'autre partie. Une autre nuance est l'information. La lutte ne se fait pas seulement pour les maîtres de terre, mais aussi pour la perception. Ceux qui savent raconter plus fort et plus convaincant les succès gagnent le soutien. Et là, des questions se posent. Quelles données sont réelles ? Quelles données sont dramatisées ? Dans des conditions de guerre, les lignes sont souvent floues. Ce qui est la vérité, ce qui est une promotion calculée, il est difficile de comprendre. C'est pourquoi, tant sur le front qu'en politique, il y a beaucoup de gens qui apprennent à lire entre les lignes. La pensée finale ici est aussi simple que possible, mais en même temps importante au possible. Derrière chaque nouvelle, derrière chaque titre sec, qu'il s'agisse de négociation, de frappe ou de contrôle, il y a toujours des gens. Ce ne sont pas seulement des militaires ou des politiciens, mais des personnalités concrètes avec des yeux fatigués, des mains tremblantes, et, le plus souvent, des espoirs pas tout à fait clairs pour demain, des gens dans les bureaux et des gens sur le terrain. Les uns prennent des décisions, les autres les exécutent, mais les uns comme les autres sont à la limite. Il s'est déjà écoulé trop de temps depuis les premières salves de cette histoire, et la fatigue se fait sentir partout, elle s'est imprégnée dans le discours, dans la démarche, dans les visages. Les soldats sont fatigués car chaque jour, cette vie est à la limite. Les commandants sont fatigués car appuyer sur une carte avec un crayon est une chose, mais perdre des gens en est une autre. Les simples habitants sont fatigués qui se réveillent non pas avec un réveil, mais avec une explosion ou des nouvelles. Et même ceux qui sont assis loin de la ligne de front sont aussi déjà essorés émotionnellement, moralement sur tous les fronts. Lorsque vous lisez des rapports ou que vous écoutez une nouvelle analyse, il est très facile de tomber dans un jeu cynique de pourcentage et de kilomètres. Mais derrière chaque point de perte, derrière chaque mot reculé, avancé ou frappé, il y a des destins. Quelqu'un n'a pas attendu son père, quelqu'un enterre un ami, quelqu'un s'en va dans la solitude de sa maison, laissant derrière lui tout ce qui a été construit pendant des années. La guerre, quel que soit le nom qu'on lui donne, spécial ou hybride, est toujours une douleur et elle est toujours à propos des gens. Que va-t-il se passer ensuite ? Actuellement, tout se dirige vers 3 scénarios possibles et, il faut le dire, aucun d'entre eux ne peut être qualifié de facile ou de rapide. Le premier est une nouvelle escalade. En fait, tout revient au régime des grandes frappes et des combats difficiles lorsque les partisans s'épuisent littéralement jusqu'à ce que l'une d'entre elles obtienne un avantage évident. Une telle voie est douloureuse, avec des pertes élevées et un énorme risque d'imprévisibilité. Après tout, dans le contexte de la fatigue, quelqu'un en haut peut craquer et déclencher une réaction en chaîne. Le deuxième scénario est des accords locaux partiels, c'est-à-dire que les parties parviennent à des accords temporaires. Ici, nous céderons, là, nous gelerons, ici, nous retirerons. Oui, de tels accords ne résolvent pas le problème à la racine, mais peuvent donner au moins un court répit. Ce n'est pas la paix, mais ce n'est pas non plus une hachoir à viande totale. Et la troisième voie est une phase prolongée d'hostilité inactive, mais sans paix réelle. Quelque chose comme le scénario coréen, les lignes de front deviennent une frontière conditionnelle et la guerre elle-même passe en mode veille, mais ce sommeil peut durer des années, des décennies et laisse derrière lui une génération qui a grandi sur les décombres. Il est impossible de dire quel scénario sera mis en œuvre. Trop de variables, mais une chose est claire. Quel qu'il soit, il ne sera facile pour aucune des parties.
Et pour ceux qui vivent près de la ligne de front, ce n'est pas une question de géopolitique. Pour eux, chaque jour est déjà une lutte pour l'eau, pour la lumière, pour la chaleur, pour la vie. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de stratégie, d'armes, de négociations, il est important de ne pas oublier une chose simple. Tout cela se passe avec la participation de personnes vivantes. Et parfois, il est plus juste de ne pas se disputer sur les cartes et les chiffres, mais de simplement se souvenir que derrière eux, il y a des destins.